Alors j'ouvre tout de suite dans ce sens public notre second débat. Il est consacré au partage des richesses. Vendredi, les partenaires sociaux ont validé un accord pour déployer l'intéressement et la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. On va en débattre dans un instant. Mais d'abord, un gros plan sur les sociétés qui vont encore plus loin. Le 5 janvier dernier, le Crédit Mutuel et la Maïf ont annoncé reverser une part importante de leurs bénéfices à des projets environnementaux ou solidaires. Et c'est le cas aussi de ce cabinet de conseil dans lequel nous sommes allés en reportage, qui lui reverse ses dividendes à des associations. Audrey Pétaz. Depuis 2 ans, François Hubert est consultant dans un cabinet un peu particulier. Ici, on conseille les entreprises pour favoriser l'égalité des chances. C'est je dirais, des grands critères pour lesquels je suis arrivé chez Tenzing, sachant que mon parcours avant était dans des cabinets un peu plus classiques. Et c'est vrai que je ne retrouvais pas cette notion de sens que je retrouve là et qui me plaît beaucoup. Mais ce qui fait surtout la fierté des employés, c'est que depuis sa création il y a 6 ans, Tenzing Conseil tente l'inimaginable dans le monde du capitalisme. On a décidé de faire en sorte que les associés du cabinet renoncent à leurs dividendes. Tous les dividendes de l'entreprise sont reversés à des associations qui luttent contre le déterminisme social. Donc depuis 6 ans, on a redistribué 750 000 € à une quinzaine d'associations. C'est ce qu'on appelle le dividende sociétal. Et pour ce patron, tout le monde pourrait s'y mettre, même au sommet du CAC 40. Nous, on distribue 25% de nos bénéfices. Si simplement chaque entreprise distribue entre 5 et 10%, on ne peut pas dire qu'en distribuant 5 et 10% des bénéfices, ça changerait la vie des actionnaires. Ce n'est pas possible de dire ça. En revanche, quand vous généralisez ça à l'ensemble des entreprises, ça donnerait des milliards d'euros. Des milliards d'euros qui pourraient donc changer la vie des gens. Mais avant cela, il faut changer une manière de penser l'entreprise qui date des années 70. L'entreprise, elle était là pour dégager du bénéfice et finalement, c'est l'impôt qui consistait à dire que l'entreprise participe à la nation par l'impôt. Sauf que vous pouvez payer beaucoup d'impôts en maltraitant vos salariés et en polluant. Mais beaucoup le concèdent chez Tenzing. Ils ont une chance, leur société a toujours pratiqué le dividende sociétal. Pour les autres, le changement pourrait prendre du temps. Il faut déjà que tous les directeurs, les associés se mettent d'accord dans les entreprises pour pouvoir le faire. Changer, faire pivoter une organisation qui est d'une certaine taille, effectivement, pour moi, c'est très différent. En fait, elles ont intérêt à le faire parce qu'on ne peut pas gagner dans un monde qui perd, quoi. La législation pourrait aussi aider d'ici 2024. Une réglementation européenne imposera aux entreprises de plus de 250 employés de publier leur impact sur la planète et les hommes. Comment mieux partager la valeur créée par les entreprises? Voilà la question centrale de notre débat avec Nicolas Théry. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cécile Duflot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice générale d'Oxfam France. Jean Pisani-Ferry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, ancien coordinateur du programme économique d'Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, Émilie Zapalski, bonsoir, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sciences Publiques. On va commencer donc sur ce dividende sociétal. Nicolas Théry, vous avez annoncé le 5 janvier dernier la mise en place de ce dispositif. Vous allez redistribuer chaque année 15% de votre résultat net, de vos bénéfices. Ça représente combien d'argent cette année? Et puis surtout, pourquoi vous avez pris cette décision? Ça représente 525 millions cette année. Et on a pris cette décision parce que, comme l'a très bien dit une intervenante tout à l'heure, on ne peut pas être prospère dans un monde qui perd. Et donc, la transformation environnementale, la transformation solidaire, ça nécessite du capital, ça nécessite des moyens. Et le choix de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est de se donner les moyens de cette transformation-là. Et dans des proportions qui sont significatives, 15% du résultat, 500 millions. Je sais que Jean Pisani-Ferry évalue le besoin d'investissement, il nous le dira probablement aux alentours de 70 milliards. Vous voyez pour la transformation environnementale. Environnementale, donc vous voyez que... Par an, hein. C'est beaucoup d'argent. S'il y a 180 entreprises qui font comme nous, eh bien, on couvre la facture. Et je pense que on n'a plus le temps, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on procrastine depuis 30 ans. Le GIEC fonctionne très bien depuis 30 ans. Et on a perdu ce temps-là à faire l'autruche. Et aujourd'hui, bien, la décision qui a été prise, d'ailleurs, à l'unanimité par nos élus mutualistes et par les représentants des salariés, c'est oui.
nous sommes efficaces opérationnellement, mais oui aussi on veut que ça soit utile collectivement. Alors j'avais animé la conférence de lancement de ce dividende sociétal, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée, l'envie de ce débat. Cécile Duflot, vous y participiez. Et alors ce qui est intéressant, Oxfam, qui est depuis longtemps en première ligne sur cette question de la redistribution de la richesse, vous saluez l'initiative. Pourquoi vous la saluez ? On la salue parce qu'on est convaincu que si on veut tenir nos objectifs de l'accord de Paris, ce qui est très compliqué, il faut que l'ensemble des acteurs s'alignent. Il faut que les politiques publiques et le gouvernement soient beaucoup plus volontaristes, mais il faut aussi que l'ensemble des entreprises, et peut-être au premier rang desquelles les banques, soient en situation de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le modèle économique actuel des entreprises du CAC 40, on est à un scénario à plus 3,5 degrés. Si on regarde les banques françaises, on est à plus 4 degrés. Donc il faut absolument changer structurellement la production, mais aussi se dire qu'on peut consacrer une grosse partie de ses dividendes à la transformation de son entreprise et à la transformation de son environnement. Et les banques, c'est important, je reste avec vous, par le levier de l'investissement, enfin pas seulement, mais notamment par le levier de l'investissement. Les banques, c'est décisif. Les 3 plus grandes banques françaises ont chacune prise à elles seules, plus d'impact sur le changement climatique, plus d'émissions de gaz à effet de serre que le territoire français. Donc évidemment qu'elles sont décisives, c'est l'endroit où on ouvre ou on ferme le robinet. Donc selon qu'elles choisissent des investissements qui permettent la décarbonation de notre économie ou qu'elles continuent de poursuivre un modèle qui nous emmène droit dans le mur climatique, elles ont un rôle décisif. Donc elles ont un rôle sur ce qu'elles font, leur travail au quotidien. Et le Crédit Mutuel a déjà fait des efforts aussi qu'on a salués, comme d'autres banques, comme la Banque Postale. Mais elles ont aussi une manière d'utiliser leurs dividendes qui peut être positive ou qui peut simplement servir à accroître les inégalités. On le voit, on va au-devant d'une année record de distribution de dividendes en 2023, après une année record en 2022. On y reviendra notamment sur dans quel projet, par exemple sur les énergies fossiles, il faut continuer d'investir ou pas et quel choix vous faites en la matière. Jean Pisani-Ferry, vous êtes effectivement chargé d'une évaluation par la Première ministre de ce coût de la transition environnementale. Donc vous dites quoi, 100 milliards par an, c'est ce qu'il faut je dis pour l'instant, et avec précaution, 70 milliards en 2030. Donc ça représente à peu près 2 points de PIB. C'est le montant de l'investissement qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que cette transformation, ça va demander beaucoup de capital. Ça va demander beaucoup de capital parce qu'une bonne partie de ce qui doit être fait, c'est de changer des équipements, c'est de changer des chaudières, c'est de changer des voitures, c'est de changer des véhicules, c'est d'équiper des logements et des bâtiments, ça coûte du capital. Et donc tout ça, c'est nécessairement quelque chose qui va peser, en fait, dans les années à venir sur le bien-être collectif. Même si à terme, ça améliorera le bien-être collectif, il y a une période transitoire, il ne faut pas se cacher, qui va être une période plus difficile. C'est-à-dire ça commence par coûter de l'argent avant d'en rapporter, et même au-delà de ce que ça rapporte, et puis avant qu'on en voit les effets sur notre quotidien. C'est pour la raison que disait Nicolas Terry tout à l'heure, c'est-à-dire on a attendu trop longtemps. Et comme on a attendu trop longtemps, le mur est devant nous, et donc il faut précipiter en fait l'action. Et si on ne le fait pas, ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher, si je puis me permettre. Oui. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, vous parlez beaucoup plus d'investissement que de dépenses et de coûts, même si le mot coût est encore là. C'est-à-dire qu'on conçoit enfin peut-être la transition écologique comme un investissement, et on le voit par les dividendes, puisque finalement les entreprises ou les banques, quand elles ont des dividendes et qu'elles les réinvestissent, c'est pour des nouveaux modes de production ou faire évoluer pour avoir un peu plus de richesse. Là, on se dit, on va investir dans la transition écologique. C'est vrai qu'on a du mal encore parce que c'est loin, la trajectoire, elle est loin de savoir ce qu'on va y gagner. Il faudrait presque qu'on y voit plus clair sur ça, c'est-à-dire quand on aura, par exemple, rénové tous les bâtiments qui sont des passoires thermiques dont on entend parler beaucoup, qu'est-ce que ça va permettre comme économie pour les particuliers, pour les organismes, les bailleurs sociaux, pour l'État globalement? Qu'est-ce qu'on va gagner quand on aura des modes de production qui seront plus économes en énergie? Et c'est tout ça, on parle beaucoup plus d'investissement, on n'a pas encore le retour sur investissement concret dans nos têtes, j'imagine que ça va venir, mais on a déjà franchi un pas de passer du coup à l'investissement, il me semble. Nicolas Terry, si on est très concret, ça veut dire que vous allez, avec ces 525, c'est ça, millions d'euros, vous allez par exemple investir dans des entreprises, des start-up, sans leur donner d'impératif de rentabilité financière pendant plusieurs années, de longues années, c'est ça ? Pendant le temps qu'il faut.
C'est-à-dire que l'idée qu'on a eue dans le dividende sociétal, c'est surtout de couvrir tous les aspects. C'est-à-dire une moitié pour l'investissement, 35% pour la tarification solidaire. Parce que moi, je crois fondamentalement que la révolution environnementale, elle doit être solidaire. Parce que c'est une révolution totalement inégalitaire. Si vous mettez une tarification du carbone, eh bien, les plus riches, à coût de millions éventuellement, pourront s'acheter un bien-être environnemental, mais qui sera contre la collectivité. Et puis, 15% de mécénat. Et je pense qu'il faut vraiment aller depuis l'investissement jusqu'au resto du cœur, j'ai envie de dire, pour prendre en compte tout le sujet. Alors, il y a un point sur lequel il faut être clair. Nous n'aurons pas la même rentabilité financière. Parce que vous voyez que ce dont on parle, c'est de mettre à la poubelle un modèle de production qui est carboné, qui est théoriquement rentable sur le plan financier, mais il faut se dire, c'est de la perte pure à constater tout de suite. Donc ça veut dire que ça vous fragilise, pardon de vous interrompre, par rapport à vos concurrents. Si on reste sur des réflexions qui ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle l'extra-financier, uniquement du bilan comptable à l'ancienne, en quelque sorte. Mais vous savez, la banque, c'est un commerce des promesses. Aujourd'hui, on vend des crédits immobiliers dont la dernière échéance est en 2048. Et donc, si en 2048 ou en 2045, le logement n'a plus de valeur et la personne n'a plus d'emploi parce que le climat rend l'économie ingérable, la créance bancaire qui vous paraît très rentable aujourd'hui, désolé, mais elle ne vaut plus rien. Et donc, à un moment donné, notre métier, c'est d'aller voir loin devant en se disant que tout ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, quand on finance un investissement d'entreprise horizon 7 ans, ce qui est très courant, ça veut dire qu'on est déjà en 2030. Quand on fait un emprunt immobilier, on est en 2048. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on met à la poubelle un mode de production carboné qui ne convient plus, et on fait émerger très vite une nouvelle infrastructure, un nouveau mode de production, peut-être avec un taux de rendement du capital beaucoup plus faible pour solvabiliser beaucoup de projets, et on assume de faire émerger ça vite. Ouais. Le jour où vous annonciez... Allez-y, je reprends la main juste après. Oui, pour être honnête, ce que vient d'être dit, c'est exactement ce que vous demandent les superviseurs. Ça veut dire quoi, ça, les superviseurs ? Les superviseurs, les régulateurs, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire, ils demandent aux banques de prendre en compte le risque climatique en disant, et ça, c'est utile, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est utile, en disant, prenez en compte le fait que dans 10 ans, dans 20 ans, il y a un certain nombre de risques qui sont liés, de risques de crédit, de risques de dévalorisation des actifs, qui sont liés à ce changement climatique et qui sont essentiels. Donc, ensuite, à ça, vous rajoutez votre propre politique, ça pose, pour être honnête, ça pose quelques questions, parce que je pense que votre propre politique, la vôtre est très bien par rapport à ces objectifs, mais il peut y en avoir d'autres qui sont différentes. C'est-à-dire, à partir du moment où on laisse les entreprises décider à quoi elles vont consacrer leur dividende sociétal, il peut y avoir d'autres types de dividendes sociétal. Donc, oui, d'ailleurs, le jour où vous annoncez le vôtre, la Maïf annonce un dividende écologique en disant on consacre 10% de nos bénéfices à un dividende écologique. Donc c'est proche, mais c'est un petit peu différent. Oui, mais ça c'est toujours ça va dans le bon sens. Oui. Mais ensuite, il y a des sociétés qui peuvent consacrer un dividende sociétal à autre chose. Oui. Et qui ne va pas nécessairement dans le bon sens. Donc l'argument consistant à dire c'est pas aux entreprises de décider, c'est au gouvernement, c'est aux élus, sur la base de finalités qui ont été délibérées, c'est pas un argument qu'on peut écarter d'un revers de main. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Le modèle a montré ses limites. On est obligé d'aller dans la direction que dit Nicolas. Mais c'est tout de même... le raisonnement ne va pas de soi. Je vais employer des grands mots, Cécile Duflot. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme que l'urgence environnementale nous oblige à inventer ? En tout cas, ce qu'il faut, si on fait un tout petit pas de côté, je vous ai entendu expliquer, oui, mais votre rentabilité financière par rapport à d'autres, oui, c'est vrai, aujourd'hui, les entreprises pétrolières, on l'a vu, battent des records et vont battre des records de profit, de distribution de dividendes. Mais c'est très court-termiste, c'est-à-dire à quel prix ? Le prix, c'est un monde à 3 degrés, un monde à 4 degrés, c'est-à-dire un monde fracassé. Donc on peut trouver ça rationnel, je trouve ça complètement absurde. Et je voudrais aller dans le sens de ce que dit M. Pisani-Ferry en disant on peut quand même se dire que, et c'est ce que propose Oxfam, c'est d'abord qu'on plafonne la distribution de dividendes pour 2 raisons. Pour permettre d'investir, par exemple, il faudrait plutôt que de distribuer ces dividendes
à ses actionnaires, Total ferait mieux d'investir majoritairement et très très largement dans le changement de son modèle. C'est-à-dire, il faut plus de nouveaux projets pétroliers ou gaziers. C'est ce qu'a dit l'Agence internationale de l'énergie. Il faut plus forer de nouveaux puits, il faut s'arrêter. Donc forcément, une entreprise dont l'activité, c'est l'exploitation pétrolière, il faut qu'elle fasse autre chose. Et elle est tout à fait capable de le faire. Dans l'histoire, les entreprises, elles ont toujours évolué. Nokia, ils ont commencé par faire des bottes en caoutchouc, puis ils ont fait des téléphones portables. La question, c'est la rapidité de la transformation. Oui, mais comme on a beaucoup attendu, comme on a empêché en faisant beaucoup de lobbying pour empêcher un certain nombre de contraintes, on a pris beaucoup de retard. Et je redis, le mur se rapproche à la vitesse grand V, parce qu'on a aussi besoin de politique publique. Donc il faut que les entreprises évoluent, évidemment, qu'elles choisissent de réorienter leur stratégie, et il faut aussi pouvoir taxer les super profits et les profits, comme le dit Esther Duflo, pour pouvoir mener des politiques publiques qui vont dans le sens de la transition écologique. J'y reviendrai, mais sur la question du rythme, je suis d'accord avec vous sur l'urgence, mais l'urgence de la transformation du modèle sans casse sociale. La difficulté, elle est là aussi, et comment, quelle réponse vous apportez à ça ? Je le dis, la question, c'est que, y compris ceux qui sont salariés dans ces entreprises, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, peut-être, et ils n'ont pas envie de leur laisser un monde, pas en héritage, dans les années qui viennent, qui va être traversé par des méga-feux, peut-être qu'on va devoir aller plus vite encore que ce qu'on pense, mais je le dis, après la pandémie, on a été capable de clouer les avions au sol, de fermer les écoles, de passer des millions de personnes en télétravail très rapidement. Et sans casse sociale, notamment en France, parce qu'on a nationalisé les salaires par le biais du chômage partiel. Oui, mais enfin, si on avait prolongé ça beaucoup plus longtemps, la casse sociale, on l'aurait eu. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, maintenant qu'il y en a qui ont pu bénéficier de ce soutien et qui, du coup, touchent des profits tombés du ciel, qui reversent à la solidarité nationale. Mais la question de penser cette transition, aujourd'hui, personne ne dit qu'il n'y a pas les moyens financiers. Parce que si on ne le fait pas, disons qu'on ne le fait pas, qu'on n'investit pas ces 70 milliards, ça va coûter beaucoup plus cher. Oui, ça, pour le coup, tout le monde est certain. Je comprends l'idée d'un encadrement un petit peu de ces dividendes et savoir comment ils sont utilisés, parce que vous ne l'avez pas dit spécialement, mais si ce n'est pas à titre écologique, ça peut être sur d'autres objets qui ne seraient pas du tout productifs, qui ne seraient pas intéressants pour la France, c'est ce qu'on entend. Mais c'est quand pour même le bien commun, pour le bien commun. Mais c'est quand même intéressant que ça vienne des entreprises, parce que justement, c'est vrai que pendant la crise Covid, on a fait de l'écologie sans le vouloir, mais on a été soutenu à plein pot. C'était une subvention quand même, c'était une grosse perfusion qu'on a eue de l'État pendant toute cette période, qui nous a permis en effet d'être plus écologiques sur nos pratiques. Maintenant, je trouve que c'est intéressant que ce soit les entreprises qui se saisissent de ça. Je prendrai un autre exemple, même sur la constitution des produits. On a des boîtes comme L'Oréal ou des grosses boîtes qui se disent je vais plus pouvoir produire mes produits comme avant, parce que les consommateurs, ils en veulent plus. Ils veulent plus des produits faits n'importe comment. Donc il y a quand même cette idée de liberté, de libéralisme pour se lancer dans des investissements comme ça, et peut-être qu'à terme l'État pourra encadrer, mais pour l'instant l'État ne donne pas tellement de signaux d'impulsion de ce côté-là, je trouve en tout cas, ou alors quand il fait une hausse des taxes carburant, ça crée les gilets jaunes parce que c'est fait un peu maladroitement et pas dans une égalité de traitement pour tous. Nicolas Terry, vous vouliez intervenir, je vais vous laisser dire ce que vous vouliez, mais je rajoute une question. Est-ce que c'est plus facile quand vous êtes mutualiste ? C'est-à-dire vous n'avez pas des actionnaires qui sont guillemets avides qui sont derrière vous. Est-ce que c'est plus facile quand on est mutualiste de prendre une décision comme la vôtre ? Non, parce que nous, on a des sociétaires ils ont la tête près du bonnet, ils ont raison, ils défendent l'intérêt des sociétaires, et ils ont considéré que l'intérêt des sociétaires, c'était de lutter contre le changement climatique, de garder un esprit de solidarité, c'est le fondement du mutualisme. Et je pense que la clé de la révolution environnementale, c'est de se dire tous ensemble, de se dire tout le monde, parce que c'est pas une question de casse sociale, c'est une question sociale fondamentale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Confédération européenne des syndicats a fait une étude globale sur l'Union européenne en 2007, en disant, voilà, le changement climatique, ça va avoir tel impact sur l'industrie du charbon en Pologne, sur l'industrie automobile, sur l'industrie lourde, et voilà les moyens qu'on veut se donner. Confédération européenne des syndicats 2007. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'intervalle ? En gros, rien. Et je voudrais dire une chose. Oui, comme président du Crédit Mutuel, je suis très fier de l'initiative. Mais je le dis honnêtement, j'ai aussi une part de tristesse. C'est que ce boulot-là, c'est aussi l'État, c'est aussi la puissance publique qui doit le faire. On doit avoir un cadre, et notamment un cadre réglementaire, et un cadre qui nous dit telle activité est autorisée, telle autre est interdite. On n'a jamais vu sur l'autoroute des gens acheter le droit de rouler à 200 km/h. Eh bien, au fond, c'est
de ça dont on parle quand on parle de la taxe carbone. Bah non, on se dit sur l'autoroute, la bonne vitesse, d'ailleurs pour le climat, c'est 110. Et il faut la mettre très vite en place parce que ça sera plus simple. Alors, on va continuer. C'est lié évidemment cette question du partage des richesses ou du partage de la valeur en parlant des salariés maintenant. Évidemment, en pleine crise du pouvoir d'achat, ça n'a pas échappé à Emmanuel Macron, cet enjeu du partage de la richesse. Écoutez-le, c'était au printemps dernier, 9 juin pour être précis. La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est de continuer de créer des emplois, de permettre à des gens qui n'ont pas d'emploi de mieux gagner leur vie par le travail, et pour celles et ceux qui travaillent, de mieux gagner leur vie dans le travail. C'est aussi pourquoi, dès cet été, je veux pouvoir faire voter une réforme sur laquelle je me suis engagé, celle du dividende salarié, c'est-à-dire d'un meilleur partage de la richesse. Alors, depuis, les partenaires sociaux ont lancé des négociations sur ce thème. Quentin Calmet, vous pouvez nous rejoindre. Le dividende salarié, le partage de la valeur en entreprise, un accord qui a été annoncé vendredi dernier. Voilà, cela faisait 3 mois que les partenaires sociaux travaillaient effectivement dessus. L'idée est d'étendre les dispositifs tels que la participation, l'intéressement ou encore les primes de partage de la valeur, qui sont des dispositifs de primes lorsque l'entreprise réalise de bonnes performances. Il s'avère qu'en France, 50% des salariés du privé touchent un de ces avantages, souvent parce qu'ils travaillent dans de grands groupes. L'idée est donc d'élargir les possibilités de les mettre en place. L'accord prévoit ainsi que les entreprises entre 11 et 49 salariés et qui sont rentables depuis au moins 3 années consécutives devront mettre en place l'un des 3 dispositifs de partage de la valeur. Écoutez Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, qui s'est félicité de l'accord signé dans une courte vidéo. Nous avons montré que nous sommes capables ensemble de bâtir des compromis pour mieux associer les salariés à la création de valeur dans nos entreprises. C'est la preuve concrète d'une maturité des partenaires sociaux. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur tout avec les syndicats. Nous ne sommes pas d'accord sur la réforme des retraites, soit. Mais nous pouvons discuter et nous entendre sur d'autres sujets. Nous faisons la preuve que la démocratie sociale fonctionne au moment où la démocratie parlementaire ne donne pas le meilleur des exemples. L'accord vise également les super profits, alors certes de façon très modeste, mais en cas de résultat exceptionnel, les entreprises de plus de 50 salariés devront verser une part d'intéressement ou de participation supplémentaire. Écoutez maintenant le secrétaire général de la CFDT, quelques heures avant la signature de l'accord, c'était sur France Info. 53%, je crois, de mémoire, enfin, des salariés ont un dispositif de participation et d'intéressement dans notre pays. 83% dans les grandes entreprises. 17% dans les petites entreprises. Dans les entreprises de moins de 50, aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où il y a de la participation et de l'intéressement. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les entreprises de moins de 50 sont des entreprises qui ne sont pas profitables. Voilà, les partenaires sociaux ont maintenant jusqu'au 22 février pour définitivement signer l'accord. Il faut dire qu'ils étaient sous la pression du gouvernement et du parti de la majorité qui entendait mettre en place un système de dividendes salariés. Le parti Renaissance organise d'ailleurs une convention sur le sujet le 20 février prochain. Merci beaucoup Quentin. On reparlera des super profits. Ce sera le dernier chapitre de l'émission Cécile Duflot. Mais cet accord, voilà... Est-ce qu'on peut dire que c'est un réel progrès pour les salariés français du privé? Je rappelle que ça concerne les salariés français du privé. Ça va dans le bon sens, c'est certain. Et ça montre bien que Oxfam avait fait beaucoup débat quand en 2019 nous avions publié un rapport sur la répartition justement des profits créés, qui avait donné lieu à beaucoup de critiques, mais qui a contribué à faire avancer le débat, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie de ces dividendes, de ces profits sont reversés aux actionnaires. Et ça n'épuise pas le débat de l'investissement. Parce qu'il faut quand même se dire que dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas été à la hauteur en matière d'investissement pour tenir une trajectoire, une vraie trajectoire conforme aux accords de Paris. Vous vouliez intervenir, Jean Pisani-Ferry? Oui, moi aussi je considère que cet accord va dans le bon sens parce qu'il corrige une inégalité manifeste entre les salariés des grandes entreprises et les salariés des petites entreprises. Maintenant, il ne faudrait pas aller trop loin dans cette direction parce que la solution au fait qu'il y a des super profits chez Total ou chez LVMH, c'est pas de les redistribuer aux salariés. C'est de les socialiser. Oui, on revient au dividende sociétal dont on parlait tout à l'heure. On revient au dividende sociétal, on revient à la question de la fiscalité, on revient à un ensemble d'autres questions, on revient à des questions de concurrence. On ne peut pas considérer que les grandes entreprises qui sont super profitables vont s'exonérer de leurs responsabilités
En partageant la rente avec leurs salariés. Nicolas Terry, le dividende salarié, alors c'est le terme, je ne sais pas si vous le prenez, vous le reprenez à votre compte ce terme, mais ça existe déjà. Comment vous redistribuez la valeur d'abord à vos salariés dans l'entreprise? D'abord, un salarié, c'est un investissement dans une entreprise. C'est un formidable créateur de valeur. Et donc, il faut effectivement, et je crois au contrat de travail, à durée indéterminée. On loue sa force de travail, on apporte toute sa compétence et tout son développement. Et effectivement, au Crédit Mutuel, on essaie d'avoir une vision sur la totalité de la carrière. Et donc, oui, par exemple, en 2022, on a fait plus 6,3% d'augmentation de salaire, 3 000 € de prime Macron, et l'intéressement participation, c'est quasiment 2 mois de salaire. Parce que on a été très performants collectivement, et c'est normal, mais avec une exigence de faire mieux l'année prochaine. Et moi, je voudrais pardon de vous interrompre, le fait de... Vous créez un dividende sociétal, donc je rappelle, donc redistribution 15% de bénéfices plutôt à des associations, des entreprises pour le bien commun qui ne seront pas forcément rentables tout de suite, et puis des conditions, on va dire, plus avantageuses pour les salariés, pour les clients en grande difficulté. Donc ça ne se fait pas au détriment de la redistribution des salariés, parce que c'est ce qu'on pourrait imaginer. Non, et c'est pour ça, enfin pas seulement pour ça, c'est parce qu'il y a assez de bénéfices pour redistribuer des deux côtés, quoi. Des deux côtés. Alors on a fait un calcul de dividendes salariés, c'est 18,9% de nos résultats. Donc vous voyez, 15% de dividendes sociétal, 18,9% de dividendes salariés. Donc on assume toute la responsabilité. Et je trouve que l'intervention à la fois de Geoffroy Roux de Bézieux et de Laurent Berger le montre bien, c'est que la démocratie sociale, ça peut fonctionner, et ça peut notamment donner une perspective, parce qu'on voit bien que ce qu'ils cherchent à enclencher, c'est une autre attitude, un autre comportement dans les toutes petites entreprises. Et je trouve que c'est une très belle leçon aujourd'hui où on s'interroge sur les questions sociales. Ça, c'est de l'intelligence collective à l'état pur, parce que on dresse le diagnostic, on donne une perspective et un cap, et on se donne les moyens de l'atteindre. Jean Pisani-Ferry, vous êtes d'accord pour dire que cet accord, c'est une sorte de leçon en creux, en plein débat sur la réforme des retraites? Oui, c'est pas la seule. C'est-à-dire que effectivement, entre la manière dont aujourd'hui les Français sont en train de se réconcilier avec le syndicalisme et la distance qu'ils prennent avec le spectacle politique que donne l'Assemblée, c'est très impressionnant, et je pense que c'est lourd de conséquences. Cécile Duflot, je reste sur cette idée de redistribution de la richesse aux salariés. Là aussi... Est-ce qu'il y a un mouvement généralisé ou est-ce qu'il y a l'obligation que l'État soit plus interventionniste pour que ça avance? Vous l'avez dit vous-même, s'il y a eu cette négociation entre les syndicats de salariés et le MEDEF, c'est parce qu'il y avait la pression d'une décision législative. Et il fallait mieux qu'ils se mettent d'accord, sinon il y aurait eu une décision législative. Alors c'est une bonne manière de favoriser la discussion entre les syndicats, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que dans un certain nombre de cas, on a besoin de régulation collective. Alors qu'elle naisse de la discussion partenariale entre les syndicats ou qu'elle naisse de l'encadrement législatif, c'est en tout cas une bonne chose. Mais je rejoins totalement ce qu'a dit Jean Pisani-Ferry tout à l'heure sur la question des profits et des super-profits, mais des profits de façon plus large, sur le fait qu'ils doivent être en partie et en large partie investis dans la transition, que pour une part, ils doivent revenir dans l'activité de l'ensemble de la société, être socialisés, oui, et c'est normal, et pour une part revenir aux salariés. C'est tout à fait possible de réfléchir sous ces trois axes-là, en sachant qu'aujourd'hui, les distributions de dividendes aux actionnaires ont été tellement folles qu'elles ont eu lieu, dans un tiers des cas, dans des entreprises qui n'avaient pas de bénéfices, c'est-à-dire qu'on allait puiser dans les réserves pour distribuer des dividendes. Et cette pression des actionnaires sur un certain nombre d'entreprises, qui empêche des stratégies de moyen à long terme, doit être allégée. Nicolas Terry. Je pense qu'on a une vraie question qu'on voit bien apparaître dans notre débat d'alignement de tous les acteurs. Et personnellement, je trouve par exemple que les rachats d'actions n'ont aucun sens. Parce que faut peut-être expliquer ce que c'est en quelques mots. Alors, le rachat d'actions, c'est je rends l'argent aux actionnaires et j'annule les actions correspondantes, comme si le rôle d'une entreprise, c'était de rendre l'argent aux actionnaires, alors que son rôle, c'est de faire de l'investissement, de créer de la valeur collective et effectivement de le faire de manière rentable. Et je pense que pour remettre l'investissement au cœur de l'entreprise, il faut réaligner les acteurs. Et pour ça, ça veut dire que la mission de l'entreprise, c'est pas de rendre de l'argent aux actionnaires, c'est d'investir. D'ailleurs, je crois même que le président américain s'est positionné là-dessus en disant qu'il allait falloir surtaxer ces rachats d'actions parce qu'elles étaient absurdes. Ça rejoint ce que vous nous dites. Ça n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est que je pense aussi que comme dirigeant, il faudrait n'être rémunéré qu'avec une rémunération fixe.
elle peut être très élevée, elle est souvent très élevée, mais je pense que tous les mécanismes de rémunération variable, notamment indexés sur les valeurs des actions, sont terriblement contre-productifs. Parce que diriger une entreprise, c'est assurer une synthèse entre tous les horizons de temps, tous les impératifs sociaux, économiques, financiers, écologiques, et que pour ça, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une rémunération fixe qui, quelque part, dit aux dirigeants « Faites du mieux que vous pouvez, on va vous contrôler pour ça, mais on ne va pas tout indexer. Connaître le prix de tout, c'est me connaître la valeur de rien. » Et puis la troisième chose, c'est effectivement de généraliser le dividende sociétal. Et je pense que si on fait, ce n'est pas la solution à tout, mais déjà 3 mesures aussi simples que celle-là, eh bien, on contribuera à réaligner les entreprises avec l'investissement. Alors, sur les super profits, je vais donner quelques chiffres. Ces bénéfices records en 2022, on a parlé évidemment de Total Energy, 19 milliards d'euros, ça représente plus 28% par rapport à 2021. La BNP Paribas, 10,2 milliards d'euros, c'est plus 7,5. LVMH, 14 milliards d'euros, c'est plus 17%. On pourrait rajouter l'armateur CMA-CGM. Alors, on n'a pas les chiffres définitifs 2022, mais fin du troisième trimestre, il y avait déjà 21,8 milliards de dollars là, de bénéfices, soit 4 milliards de plus que pour 2021, toute l'année. Donc on peut imaginer ce que ça va donner. Cécile Duflot, vous avez un peu répondu à la question, mais comment mettre ces entreprises à contribution, c'est-à-dire super profit, contribution exceptionnelle? Alors d'abord, taxation des profits, il faut quand même, c'est Esther Duflot qui le dit, il faut élargir le débat sur la taxation des profits, réfléchir à une taxation progressive, de la même manière que vous l'avez sur les revenus. Mais ce qui est certain, c'est que les super profits de l'année dernière d'ailleurs, et de cette année, auraient dû faire l'objet d'une super taxation, pour une raison très simple. Ils sont, d'ailleurs, en anglais, on ne dit pas des super profits, on dit des windfall profits, ça veut dire des profits tombés du ciel, parce qu'effectivement, c'est de l'argent qui a été gagné du fait de la crise, et notamment du fait d'un soutien public. Quand LVMH double ses profits, c'est pas parce qu'ils vendent 2 fois plus de sacs à main, c'est parce qu'il y a eu un soutien public massif avec du chômage partiel dans toutes les boutiques Sephora, parce qu'il y a eu une politique massive de rachat d'actifs au niveau européen, et que ça a évité une crise économique comme on a pu connaître en 2008. Et je le dis, c'était une très bonne chose. Ça a été un bon choix de politique publique de soutenir l'économie. Mais une fois que donc vous avez... retour de balancier maintenant. Exactement. Et ça se fait dans d'autres pays. L'Espagne, et d'ailleurs des taxes sur les super profits. Même Margaret Thatcher, en son temps, en avait fait, parce que c'est la logique. Enfin, c'est absurde d'imaginer que ces profits vont être uniquement distribués en dividendes aux actionnaires, ce qui contribue d'ailleurs à accroître les inégalités de manière considérable, et qui, dans un moment où la société est percutée par les inégalités et par les conséquences de la crise climatique, crée une situation de tension sociale extrêmement forte, qu'on voit au travers du débat sur les retraites, mais qui sinon naîtra à une autre occasion. Et il faut être très conscient que si on ne fait pas payer le prix de cette facture de la crise, si on fait payer le prix de cette facture de la crise à l'ensemble des ménages, et qu'on laisse ces super profits dans la nature et auprès des actionnaires, là on aura une fracture qui va être de plus en plus profonde dans la société. Quand on parle de super profits au patron de Total Energy, il répond il y a eu des investissements, il y a eu des choix stratégiques. Jean Pisani-Ferry, ce terme-là de super profit, il a un sens économique, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que Bruno Le Maire a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Ouais. Je pense que la rente, on sait ce que c'est. Et effectivement, il y a des profits qui, à un moment, sont exactement ce que vous dites. Hein. C'est windfall. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel parce que on est dans une situation qui est très peu concurrentielle. Et là, à ce moment-là, la réponse, c'est la concurrence. Ça tombe du ciel parce que on a les prix. Regardez CMA, CGM, vous prenez cet exemple. Oui. Pourquoi ils font des profits? Parce que le prix du fret de leur métier. Le prix du fret a augmenté de manière astronomique. Bon, c'est temporaire d'ailleurs, parce que c'est en train de ça s'est déjà normalisé. Mais il y a une question quand même. Pourquoi est-ce qu'effectivement, ce profit exceptionnel qu'ils ont fait, qui n'est pas dû à une activité particulièrement innovante ou à quoi que ce soit, c'est un profit qui est tombé du ciel, pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est de bonne pratique de leur laisser la totalité de ce profit? Donc je pense qu'il y a des vraies questions là-dessus, et il faut trouver des réponses. Et d'autant plus que, c'est un point sur lequel je voulais revenir, tout ce qu'on disait sur le coût de la transition écologique, il y en a une partie qui va devoir être prise en charge par l'État.
C'est-à-dire tout ce qui est l'aide à la rénovation des logements, des passoires thermiques, des ménages qui n'ont pas d'accès au crédit. Même le crédit mutuel, dans un certain nombre de cas, ne peut pas faire crédit à ces ménages. Il ne peut pas payer le coût pour les artisans du remplacement de leur fourgonnette. Donc il y a tout ça, il va falloir le socialiser. Et ça va être un coût important. Donc il y a un sujet de finances publiques qui va être posé, qui est posé, et sur lequel il faut trouver des réponses. Alors ces super profits, certains veulent les consacrer à financer nos retraites. C'est ce que propose par exemple cette porte-parole d'une association écologiste, l'association Alternativa. En plein débat sur la réforme des retraites et sur le financement du système des retraites, on cherche de l'argent, on se pose la question de où est l'argent, alors que l'argent il est là, il est notamment chez Total, dont les super profits sont pas du tout taxés à la hauteur qui devrait l'être. Donc Total s'enrichit vraiment sur le dos des gens en pleine crise énergétique. Émilie, côté politique, chez les élus, on fait aussi ce lien. Oui, le lien entre les super profits et la réforme des retraites, il est vite fait. On le voit sur un tweet de Sandrine Rousseau, qui a souvent député ELV, qui a souvent des tweets très explicites. En tout cas, elle fait le lien entre le bénéfice record de Total Énergie annoncé en janvier. Donc Total a versé 13 milliards d'euros de dividendes. Le déficit maximal du système de retraite sera de 12 milliards d'euros. Bonne journée, donc à bon entendeur. On comprend très bien le message. Alors il faut dire que ce sujet des super profits, il fait débat depuis plusieurs mois, depuis quasiment le début de la nouvelle législature, au milieu de l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait de réelles avancées. Vous l'avez dit, Bruno Le Maire, il ne veut pas trop en entendre, même si son président avait parlé de profiteurs de guerre quand même. Ça a été préféré une taxe européenne sur les énergéticiens, sur les super profits qui avaient été faits. Donc ça a été adopté en 2022. Et puis il y a eu aussi la ristourne ponctuelle de Total Énergie. On s'en souvient, c'était sur le prix des carburants en septembre. L'État est en train de demander une deuxième peut-être ristourne qui sera acceptée par Total Énergie, mais pas de taxation plus durable ou plus globale sur les super profits. Et c'est le Parti socialiste notamment qui a décidé de relancer le sujet. Oui, alors au sein du Parti socialiste, évidemment, le sujet fait l'unanimité. C'est ce qu'a souligné son premier secrétaire fraîchement réélu, Olivier Faure, lors du congrès du PS fin janvier. On l'écoute. Les super profits et les dividendes roulent sous nos yeux. Là-haut, c'est bombance, mais ce serait injuste à leurs yeux de ponctionner ceux qui ont déjà tout. Leur seul courage, c'est de s'attaquer aux gens ordinaires, jamais contre les puissances de l'argent. Alors, pour celles et ceux qui aspirent au repos et aspirent à vivre mieux, nous serons dans la rue mardi prochain. Alors le PS avait choisi de porter le sujet dans une proposition de loi dans le cadre de leur niche parlementaire qui aurait été discutée le 9 février dernier. Mais finalement, ils ont considéré qu'il y avait peu de chances pour que cette proposition de loi soit adoptée et ils ont décidé de retirer le texte au profit d'un amendement sur le texte justement qui traite de la réforme des retraites, le fameux projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale, le PLFRSS. Donc cet amendement, il propose donc de taxer les super profits, c'est vraiment indiqué comme ça, des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et le produit irait au financement de la branche retraite de la sécurité sociale. Et donc il s'agit évidemment de trouver des financements pour sauvegarder notre système de retraite. Mais oui, puisque l'idée donc du PS à travers cet amendement, c'est de trouver via la taxation des super profits un moyen de financer notre système de retraite sans avoir évidemment à reculer l'âge légal du départ à la retraite, puisque le PS y est opposé, plus globalement la NUPES y est opposée et plus globalement la majorité des Français y est opposée également. Bon, reste que l'amendement a peu de chances d'être discuté. Pourquoi ? Parce que la NUPES a décidé hier de retirer à peu près 1000 amendements pour qu'on aille plus vite sur la discussion du projet de loi. Et qu'on aille jusqu'à l'article 7. Et qu'on aille jusqu'à l'article 7 du départ de l'âge de la retraite. Et surtout, les discussions sont terminées vendredi prochain, vendredi soir. Donc il y a peu de chances qu'on arrive jusqu'à la discussion de cet amendement. Et finalement, cette discussion qu'on a eue aussi sur les super profits, qui est présente au sein de l'Assemblée nationale, mais au sein de la société et des entreprises et des banques, il risque de passer encore une fois à la trappe. Nicolas Terry, vous l'avez dit publiquement, vous n'êtes pas favorable à cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de financement de notre système par les super profits ? Je pense qu'en tout cas, la contribution des entreprises peut faire partie du débat.
Et je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai moment d'intelligence collective. C'est-à-dire que, je vais le prendre positivement, mais il y a beaucoup de choses qui s'expriment, notamment dans le débat social. Et on voit que, par exemple, l'importance de l'emploi des seniors, qui peut changer aussi les équilibres, apparaît fortement. L'importance de la formation professionnelle toute la vie. L'importance, effectivement, de l'égalité salariale et sociale. La nécessité aussi de conclure un vrai contrat entre les générations, de prendre en compte la pénibilité. Et je trouve que tous les ingrédients d'une très belle réforme sont là. Et qu'on est dans un moment très responsable, très clair, où les notions de justice, d'équilibre, de projection des projets de vie peut apparaître. Et donc moi, mon seul souhait, c'est qu'on soit à l'écoute de ce moment-là. Je voudrais juste donner une petite anecdote. Le Crédit Mutuel embauche 1300 apprentis par an. On est une boîte très formatrice, donc des gens qui rentrent à 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et donc on voit bien que il y a tous les moyens d'entrer dans la vie. Il n'y a pas que le diplôme. Il y a des moments de vie. Il y a des moments où, effectivement, on interrompt la carrière. Il y a des choses discontinues. Et je pense que ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est une vraie demande d'équité, mais aussi un très grand réalisme. Et donc, mettons tous les ingrédients ensemble. Est-ce que c'est pas trop binaire, finalement, là, ce qu'on propose? Il y a des super profits d'un côté, 13 milliards d'un côté, il nous manque 14 milliards de l'autre. Allez, on-y, quoi. On va le chercher là. C'est un peu trop binaire, absolument. Et je pense qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut quand même rappeler que les profits de Total ne sont pas des profits appropriables par le fisc français. Il y a un accord international qui a été une des avancées des dernières années sur la taxation des multinationales. Et il est clair que ces profits qui sont faits très largement en dehors du territoire français, le fisc français ne peut pas simplement les approprier. Deuxièmement, je pense que pour les retraites, on a besoin de ressources pérennes. Et je ne suis pas sûr que les super profits, pour toutes les raisons qu'on a indiquées, sont des ressources pérennes. Et troisièmement, je pense qu'un bon équilibre du système de retraite, c'est un système qui reste contributif. C'est-à-dire que c'est assis quand même sur de la cotisation. C'est pas assis sur de la recette fiscale. Donc pour toutes ces raisons, je ne suis pas très favorable à cette mesure. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Je vais de nouveau sortir un peu du débat de cette question de la retraite pour élargir un peu avec une dernière question, Cécile Duflot. Et je vais donner l'exemple de BNP Paribas. On a cité les bénéfices records de BNP Paribas. Sur le rôle politique et sociétal d'une entreprise, le fait qu'une entreprise doive peut-être choisir son camp. Voilà ce qui se passe pour BNP Paribas. Vous critiquez BNP Paribas chez Oxfam pour notamment les investissements dans les projets fossiles, les nouveaux projets fossiles, etc. Au même moment, ils sont boycottés par l'État du Texas parce qu'ils sont dans une liste d'une dizaine d'institutions financières. Ils sont jugés trop verts. Oui, mais... Non mais c'est intéressant parce que donc ils sont entre le marteau et l'enclume d'une certaine façon. Donc il faut choisir son camp à ce moment-là. Je pense que le changement climatique versus l'État du Texas, c'est le changement climatique qui gagne. Moi je suis d'accord avec vous, donc, mais c'est voilà. C'est pas une question d'être d'accord. C'est la neutralité entre guillemets politique d'entreprise avec. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avoir un débat politique. Oui. Est-ce que c'est mieux de plus ou moins partager les richesses? Ça, on peut avoir un débat politique très large. Est-ce que c'est bien ou pas de faire des efforts pour essayer de lutter contre le changement climatique? En fait, c'est pas une question de choix. Là maintenant, c'est une question de science. Donc, d'être à la hauteur de l'enjeu climatique, c'est une question qui va devenir une question vitale. Et je sais bien que c'est l'argument favori de la BNP, mais aujourd'hui, ils ont une responsabilité qui est énorme. C'est la plus grosse banque européenne. C'est là le principe financeur des nouveaux projets fossiles en Europe. Je veux dire, ils ont une grande marge avant de devenir très verts. Et je crois fondamentalement que cette obligation, elle pèse sur tout le monde. Est-ce que le virage va pas être beaucoup plus rapide? C'est possible. Si il nous arrive 2 ou 3 catastrophes comme celle qu'on a vécue avec les méga-feux en Europe, comme une énorme tornade, vous verrez que tout ça ira très très vite et toutes ces entreprises qui détiennent des actifs carbo-intensifs, elles seront ruinées comme il y a eu des grandes catastrophes précédentes. Donc, dernier mot. Oui, un mot sur la nécessité de le faire, qui est une nécessité vitale, une nécessité pour l'humanité. Et je le redis, si on ne le fait pas, si on le fait, c'est difficile. Si on ne le fait pas, non seulement ça coûtera beaucoup plus cher, mais ce sera beaucoup plus violent. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis votre prochain rendez-vous politique dans la matinale. Oriane Mancini reçoit le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Bonne soirée.